Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour dans la tête d'un CEO particulier. Il a été CEO, il a été CTO, on va parler d'intelligence artificielle. Et bon, pour la petite blague, je reçois Kylian, mais qui n'a pas mis un triplé en Coupe du Monde. Pas encore. Bon, comment ça va Kylian ? Ça va très bien et toi ? Mais ça va super. Est-ce que tu peux te présenter après cette intro douteuse, mais c'est pas grave, de ma part. Donc je m'appelle Kylian, avec un I, pas un Y. Je suis CEO et cofondateur de Golem.ai. Je travaille depuis la création de la boîte depuis maintenant 7 ans. Et on fournit un service d'intelligence artificielle qui comprend le langage humain. Hyper clair. Enfin, moi je vois ce que c'est comprendre le langage humain, peut-être pas pour tout le monde, donc on va vulgariser ça, promis. En plus, petit spoiler, je crois que tu as été professeur, donc on va te juger sur ta capacité à être pédagogue. Juste pour remettre un peu le contexte, Golem, ça a donc bientôt 7 ans, vous fêtez 7 ans, c'est ça ? C'est ça. Combien d'employés, combien d'euros levés à date ? Donc aujourd'hui on est 35 personnes et on a levé à peu près 6 millions d'euros au total, dont 5 millions début 2021. Bon, évidemment, je connaissais la réponse, mais la première chose que je t'ai dit, c'est... Je t'ai regardé, je me suis dit, ok, une croissance plutôt saine, in fine, et je suis hyper curieux de comprendre un petit peu pourquoi vous n'êtes pas allé à cette course levée de fonds. Mais revenons aux prémices. J'aimerais comprendre avant de devenir entrepreneur, et d'ailleurs, il me semble que c'est bien avant Golem. En fait, comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat ? C'est quand ta première boîte ? Alors, je pense que c'est né d'un besoin un peu personnel d'indépendance qu'on a souvent quand on est jeune. Ouais. Où j'ai eu 18 ans à peu près au moment où le système auto-entrepreneur est né. Et du coup, à mes 18 ans, littéralement le lendemain, j'ai monté ma première auto-entreprise. Donc t'es fan de l'URSSAF, quoi. En tout cas, je parle beaucoup avec l'URSSAF. Et à ce moment-là, je voulais lancer quelque chose plutôt autour du web. Donc vraiment le modèle classique de quand on se lance un peu en freelance, de créer des sites web. Et à une époque, j'ai fait une bonne partie des sites web, des courtiers en assurance de Haute-Normandie. Voilà, donc c'était ta porte d'entrée un petit peu, t'es devenu freelance en dev web, quoi. C'est ça, freelance dev web. À 18 ans. C'est ça. T'as appris où à coder, à développer ? Beaucoup de gens de ma génération, à la fois un petit peu de mon côté en fouillant sur internet, et je pense que je me suis affiné avec le site du zéro qui est devenu Open Classrooms pour vraiment me professionnaliser. Donc autodidacte ? Donc oui, plutôt autodidacte. Ok, j'aimerais continuer là-dessus. Pourquoi t'es rentré dedans ? C'est quoi qui t'intéressait dans... Enfin, moi j'ai toujours été assez passionné par la tech, de là à aller faire du code, je trouve que c'est dans ma tête une sorte de plafond de verre, tu vois, une certaine limite. Alors j'ai toujours aimé ça. Déjà, enfant, j'aimais les ordinateurs. J'ai eu la chance, j'ai un père qui est agriculteur mais technophile, et qui du coup avait un ordinateur à la maison. Et à l'époque, je jouais aux jeux Adibou et Adi, et j'avais découvert qu'en modifiant les fichiers du jeu, je pouvais accéder au jeu à l'intérieur du jeu, sans faire les exercices de maths ou de français qui étaient obligatoires pour les débloquer. Tu sais qu'il a été réédité là récemment. C'est Willoki, je crois, qui a réédité Adibou en France. Ah mais je ne savais pas. Voilà, petite dédicace à eux. Mais du coup, tu peux cheater sur Adibou. Waouh. Voilà. À l'époque, il y avait des petits fichiers, il y avait écrit égal 0 si on avait pas fait l'exercice, et égal 1 si on avait fait l'exercice. Okay. Donc j'ai changé les égal 0 en égal 1, ça m'a permis d'avoir accès à tous les mini-jeux gratuitement, et ça m'a transcendé. J'étais en train de me dire, donc on peut jouer, je connaissais pas le mot hacker, mais en fait on peut un peu perturber le comportement de l'ordinateur pour qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Okay. Et ça m'avait fasciné. Et les use cases que tu imaginais à ce moment-là, c'était quoi ? Avant même, tu vois, de développer des sites pour des courtiers. Alors, c'était clairement pas développer des sites pour des courtiers. Un peu parodiquement, c'était clairement de faire des petits jeux au départ. Ouais. Et je me suis mis... Alors, j'ai un peu appris par la porte la moins simple, parce que j'ai commencé par apprendre du C, du C++, qui sont des langages un peu bas niveau, très techniques, mais je trouvais que ça m'amusait et je voulais commencer par là. Ok. Ça m'a mené à des tout petits jeux. J'ai recodé un Pong qui marchait pas très bien, parce que la balle rebondissait aléatoirement parfois, ou des choses comme ça. Ok. Ça que pour le kiff, aucune monétisation, rien du tout. Non, j'avais
15-16 ans, je pense, autour de ça. Donc, ça, tu as fait tes premiers euros à 18. Voilà. Donc, c'est OK. C'était petit spoiler, j'ai quand même envie d'en parler. On débriefait avant. Et j'ai bugué, tu m'as dit que tu as fait 5 années de lycée. C'est ça. Alors je pense que ça a dû jouer aussi sur l'envie d'entreprendre. Ouais. J'étais pas un bon étudiant. Selon les standards. Selon les standards, selon mes notes et selon pas mal de choses. Je m'entendais quand même bien avec mes profs, mais je les rendais un peu tristes. Ok. Donc j'ai fait 2 secondes, 2 premières. Et en terminale, j'ai ouvert ma première boîte, effectivement, parce que du coup j'ai atteint mes 18 ans en terminale. Alors j'ai pas réussi à rater le bac. Donc j'ai fait qu'une seule terminale. Okay. J'ai monté ma première boîte à ce moment-là. Ça m'a permis d'avoir un petit appart. À l'époque, j'étais à Rouen. C'est aussi là d'ailleurs que j'ai rencontré mon ami et cofondateur de Golem, Guillaume. Et ensuite, je suis parti à Paris pour Epitech. Alors, moi j'ai quand même. Donc, tu avais quand même cette notion d'aller faire des études à 18 ans. Donc, dis-moi si je me trompe, l'école, tu te dis que c'est pas fait pour toi. Tu te dis que tu as envie d'entreprendre. À 18 ans, tu as ton appart tout seul, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tu es avec ton pote. Tu te dis que tu vas entreprendre avec lui. Et pour autant, tu retournes sur le banc des écoles. Sur les bancs de l'école plutôt. Alors ça venait aussi beaucoup du fait que Epitech se vantait un peu de pas être de l'école, pas comme les écoles. Okay. C'est une école qui est très libre, où les cours, il y en a peu, ils sont plutôt optionnels, ils sont recommandés quand même, et c'est beaucoup orienté sur des projets. Okay. Et ça me plaisait, parce que j'avais envie de... Donc c'est trop de théorie que tu trouvais avant, ouais. Oui, ouais. Trop de théorie, pas assez de spécialisation. J'avais envie de me focaliser sur quelque chose d'assez précis. Ok, et donc là tu rentres à Epitech. Je vais essayer de faire genre il n'y a pas Guillaume avec nous. J'allais carrément demander à Guillaume, et toi t'étais à Epitech, mais du coup vous y êtes allés ensemble. Mais du coup oui, il y a Guillaume qu'on salue dans la salle et qui nous shadow, comme on dit bien dans l'écosystème. Mais ouais, vous êtes allés ensemble du coup à Epitech ou pas du tout? Non, Guillaume a un profil plutôt marketing, communication, okay. Donc il a fait l'ISCOM. Et alors j'aimerais comprendre une chose, à quel moment vous vous êtes dit vous deux, on va entreprendre ensemble, on va créer quelque chose à deux? Là où en plus vous avez des profils qu'on pourrait dire complémentaires, mais tant que tu n'as rien créé, des profils bien divers, quoi. Alors c'est né d'un projet qui n'avait pas grand chose à voir avec Golem, même si quand on va, y a eu une transition intéressante entre les deux, donc on en parlera un petit peu après. Mais on a voulu monter un peu la continuité de ce que j'avais lancé en freelance. C'est qu'après avoir été freelance pendant Epitech, j'ai un peu augmenté ce modèle-là en essayant de faire des modèles de micro-agences un petit peu. On se regroupait souvent entre étudiants à 3, 4, 5 personnes pour faire quelques projets. Okay. Et j'ai eu pas mal de tentatives plus ou moins fructueuses. On a eu quand même quelques belles réussites. On a réussi à générer un petit peu de sous. Okay. Pas non plus au point d'en être totalement indépendant. Il y a un site qu'on peut retrouver live aujourd'hui ou pas? Je ne pense pas. Sur archive.org sûrement. Ça doit pouvoir se trouver, je pense. Ouais. Et t'en es fier ou pas? Honnêtement, pour l'époque, oui. Quand je regarde maintenant, je cringe parce que c'était ça, les codes ont changé. Première agence s'appelait Normandie Informatique. Aujourd'hui, c'est un nom un peu compliqué, mais en fait, à l'époque, c'était pas mal. Et à ce moment-là, à force de monter des boîtes avec des techs, on s'est un peu dit, avec Guillaume, avec qui on était déjà amis, que ça va être le coup d'avoir des profils autres que tech dans un truc. Et on a monté une boîte à l'époque avec Guillaume qui s'appelait Adéquanet, qui était justement un début d'agence web un peu plus orientée, plus haute qualité. On avait une baseline qui était le web sur mesure. C'est quoi, c'est ESC SS2I qu'on appelait avant ou... C'est vraiment le modèle agence quand même. Ok, plutôt donc voilà. Il y a de la créa dedans. Ok. Ouais, et il y avait pas que de la création de site web, là il y avait aussi de la création d'images de marque, quelque chose comme ça, qui est justement un peu la spécialité de Guillaume. De mon côté, je faisais en sorte qu'on développe les projets, et puis le but c'était ensuite de générer un petit peu de revenus en travaillant à deux, puis ensuite de monter un truc, on recrutait du monde. Pourquoi ? C'est quoi là qui... Bon, je m'adresse à toi, pas à Guillaume là du coup, mais c'est quoi toi qui te faisait kiffer d'entreprendre avec Guillaume ? Il y avait un truc on voulait... on était très compatibles en termes d'ADN et totalement différents en termes de compétences. Okay. Et on s'est dit, on a envie de faire un truc qualitatif, qui est un truc qui nous rejoint beaucoup. C'est-à-dire qu'on était en plein dans les explosions de WordPress, les débuts de Wix, des choses comme ça. Et il y avait beaucoup de choses un peu cheap qui existaient sur le web. Et c'est très bien, il en faut parce que c'est un moyen hyper évident et simple de lancer, de bootstrapper des projets, etc. Et nous, on essayait de se situer un petit peu sur l'autre bout du spectre, où on voulait construire des projets très sur mesure, très adaptés à un besoin, un truc un peu innovant, etc. Il y a pas mal de startups, d'agences qui se sont créées dans les années qui ont suivi, ou à peu près en même temps, qui ont gardé ce modèle-là. Je pense par exemple à Théodo, qui a fait vraiment des projets un peu qualitatifs, pas mal de grosses boîtes. Et on avait un peu cette idée-là en tête, de vraiment faire du web sur mesure, qui était notre baseline. J'aimerais que tu parles pour Guillaume. Déjà, il était bon élève, Guillaume, ou pas ? Je crois que Guillaume était meilleur élève que moi, en tout cas quand je l'ai rencontré. C'est pas difficile, mais... Non, mais justement, je titille un peu. Ouais. Tu penses que Guillaume, qu'est-ce qu'il a drivé pour travailler avec toi, sachant que
t'as fait 5 années de lycée. Il aurait très bien pu se dire, mais en fait, je me positionne aussi, on a 18 ans, on a l'impression que la vie, ou du moins la valeur qu'on associe à notre travail, elle est liée aux notes qu'on a à l'école parce que c'est la seule manière de nous valoriser. C'est quand même un pari, toi, de te dire, il y a deux choses. Il y a je vais entreprendre avec des potes, là où d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas, mais si on vous en a parlé autour de vous, est-ce qu'on vous a découragé de faire ça? Parce qu'historiquement, moi, on m'a toujours dit, les potes, c'est quelque chose et le business, c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger. Et est-ce qu'il n'avait pas peur de bosser avec un mec qui a des mauvaises notes? J'ai pas eu l'impression, peut-être qu'il me l'a bien caché, mais non, plus concrètement, je pense que j'avais un peu le profil quand même ça se voyait que je voulais lancer des projets entrepreneuriaux, j'ai toujours eu le profil un peu tech et business. Ok. Mais doueur quand même. Voilà, doueur d'utiliser la compétence tech pour faire quelque chose de concret à la fin. Très jeune, je m'amusais vraiment à apprendre à coder des petites choses, etc. Mais très vite, j'avais envie de faire des projets qui avaient un peu un impact concret, quelque chose qui soit vu par d'autres personnes, qui soit utilisé par d'autres personnes et qui soit vraiment utilisable. Et travailler avec Guillaume pour ça, je pense, c'est un peu c'est un sujet qui nous animait. Lui, il était aussi en train dans la fin de ses études, de lancer des choses, justement des projets étudiants, des images de marque pour des entreprises partenaires de son école, des choses comme ça. On voyait qu'on était tous les deux à un moment de notre vie où on avait beaucoup bossé sur des petits projets ou des projets un peu théoriques et on voulait vraiment lancer des projets qualitatifs. Très clair. Tu valides, Guillaume? Oui, c'est validé. Je pense qu'on l'entendra dans le fond. Si on avance un petit peu, avant de parler de Golem, t'es quand même passé par la case salariat? Un petit peu. Donc il y a maintenant quelques années, ça va faire pas loin de 10 ans. Le groupe Ionis, qui est derrière Epita, Epitech et plein d'autres écoles, a lancé une nouvelle école qui s'appelait Sup Internet. Et j'ai rejoint très très tôt l'équipe dans les 6 premiers mois dans le but de commencer à préparer. Donc au début j'étais responsable informatique dans l'école et très vite je suis aussi devenu prof et j'étais le responsable des Wizards qui était l'équipe des assistants pédagogiques de l'école. Ah, les genre sorciers Wizards ou... Ouais, ça s'écrit un peu comme ça, avec un Z à la fin. C'est un nom qui a été écrit qui a été trouvé par un de mes amis, Gaël Côte, qui est Web Interface Assistance and Rockstar Developers, avec un Z à la fin. Dédicace. Et du coup, donc là, prof, c'est le début du salariat pour toi? C'est un peu le début du salariat, ouais. Donc je développais l'intranet de l'école, donc c'est justement ma compétence un peu web qui était utilisée à ce moment-là. Le but, c'est de faire en sorte qu'on ait un intranet un peu sympa pour l'école qui permette de gérer et d'automatiser beaucoup de choses, parce qu'on est une équipe pas super nombreuse, et une école naissante. Et en parallèle, donner un peu de cours et travailler avec la personne qui était le directeur pédagogique de l'école, Guillaume Natas, et Benoît Lachamp, qui était le directeur, qui sont encore des gens avec qui je travaille aujourd'hui sur d'autres sujets. Ouais. Et à l'époque, le but, c'était on voulait monter une école des métiers du web, un peu orientée excellence sur la capacité un peu tripartite. Il y avait une spécialité technologique, une spécialité design et une spécialité plutôt marketing. Et toi, là, sur cette triple casquette, qu'est-ce qui te faisait kiffer? Est-ce que c'était plus être dans un projet où tu te dis on a un objectif, c'est de l'entrepreneuriat, on va aller du point A au point B, mais on ne sait pas comment. Est-ce que tu t'es découvert une passion pour l'enseignement, la pédagogie? Et puis, si tu veux un peu aller plus loin, qu'est-ce que tu as kiffé et où est-ce que tu as vu des limites qui ont fait que tu as quitté cette aventure pour une autre? Alors, déjà vraiment c'est le côté pédagogique qui m'a plu. Et d'ailleurs c'est celui que j'ai continué sur le long terme. Autant je suis resté au final qu'1 an et demi à peu près dans ce projet à temps plein. Mais par contre vraiment le côté pédagogique me plaisait énormément. J'étais dans une situation un peu particulière parce que j'avais à peu près le même âge que la moyenne de mes étudiants. Donc ça crée un rapport un peu marrant où du coup on se voyait avec nos étudiants, on se tutoyait. Alors c'est pas rare du tout dans le groupe Ionis de manière générale, à Epitech, Epita, ça se voit assez souvent ce genre de modèle là. Et tu veux dire le tutoiement, mais même la différence d'âge. La différence d'âge est fine, ok. Ouais. À Epitech, il y a des 3e années qui donnent cours aux premières années parfois, donc d'accord, ok. Alors c'est pas les profs titulaires qui eux sont des gens souvent plus âgés avec plus d'expérience, mais en tout cas on avait ce modèle là qui marchait pas mal. Pas de syndrome d'imposteur? Je sais qu'on va en reparler un petit peu après, mais tu te sentais légitime aussi d'enseigner? C'est quelque chose que tu avais envie de faire?
Je découvrais un peu au fur et à mesure. En fait, mon premier cours, je l'ai donné pour remplacer un prof qui était absent. Puis finalement, j'ai pris une petite matière qui représentait 3 cours. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire au fur et à mesure. Sans vraiment l'intellectualiser, te poser tant de questions que ça, sans un gros objectif derrière. Okay. J'ai eu des moments un peu particuliers où, parce que à travers des sites internet et des partenariats, j'ai pu donner un cours à des HEC, un cours à des Sciences Po, des choses comme ça. Et là, ça fait un peu bizarre parce qu'on arrive, là pareil, j'étais très jeune et pour le coup dans un environnement où ils sont beaucoup moins habitués à avoir un prof qu'à leur âge. Et là, du coup, oui, j'ai eu un petit peu ce moment-là de me dire est-ce que ça va le faire. Syndrome de l'imposteur, je sais pas, parce que j'avais des bons retours de mes étudiants à ce moment-là, donc c'est plus un sujet qui m'a impacté, je dirais, sur l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, ça avait un sujet de ce que je vais être pris au sérieux, par exemple, qui est un challenge, et on peut pas forcément utiliser les mêmes méthodes pour être pris au sérieux quand on a 30 ans ou même 25 ans comme je pouvais avoir à l'époque. Puis j'imagine que tu as une diversité d'étudiants, c'est dur, tu dois faire un truc qui est mainstream entre guillemets, qui est accessible à tous, mais j'imagine que tu dois aussi t'adapter dans la pédagogie en one-one avec chaque personne. C'est un truc qui, toi par exemple, je sais pas, est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est quelque chose que tu as essayé de retrouver en tant que cofondateur d'une boîte et donc entrepreneur ? Oui, c'est un truc sur lequel on a toujours capitalisé chez Golem, surtout au début de l'entreprise, parce qu'en début de boîte, on a, en général, déjà, il y a un point très pragmatique qui est qu'on n'a pas les moyens de recruter des profils hyper seniors, et en même temps, on ne voulait pas non plus être une boîte à stagiaires, comme j'en ai connu d'autres, et c'est un modèle que j'aime pas du tout, c'est très bien d'en avoir un petit peu, mais on peut pas baser son activité dessus, selon moi. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de prendre des gens en sortie d'études, qui avaient terminé leurs études, les prendre en CDI, et par contre, beaucoup investir pour que ça devienne des gens très compétents et qui restent très longtemps dans l'entreprise. Combien de temps, quand tu dis très longtemps ? On a des gens qui restent 3, 4, 5... Là, on est en train de dire au revoir en ce moment à quelqu'un qui est resté 6 ans chez nous. Alors, Golem a 7 ans. Golem a 7 ans, donc qui est resté quasiment toute notre histoire. Elle est arrivée chez nous, une développeuse qui est arrivée chez nous à la sortie de ses études et qui part maintenant. C'est très bien d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est un métier déjà dans le milieu du développement, rester 6 ans dans une boîte, c'est... Ouais, non, mais je trouvais ça intéressant. Si je t'ai demandé ça, tu vois, t'as commencé en te disant 3, 4 ans, ce qui est déjà beaucoup aujourd'hui dans l'écosystème tech, mais pour nos parents... c'est normal quoi. Enfin c'est même pas normal, c'est petit quoi. Limite ils vont te dire oulala, t'es pas très stable si tu changes tous les 3 ans de job. Bon, j'ai jamais passé 3 ans dans la même boîte, mais passons. Et excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc on a une vocation à prendre des gens qui sont souvent jeunes, etc. Et effectivement mettre une capacité pédagogique. Je sais que c'est des sujets qui tiennent beaucoup à cœur. Je pense à notre CTO Ludo, à notre VP Engineering, notre VP Sales Amine, qui sont des gens qui ont qui investissent beaucoup dans le fait de former les gens qui travaillent avec eux dans le but de les rendre meilleurs. C'est-à-dire que, voilà, c'est des valeurs que vous aviez installées dès le départ, parce que là ça rejoint ton métier de prof, mais c'est des choses auxquelles Guillaume a adhéré, j'imagine. Est-ce que vous l'avez fait par intention, ou est-ce que c'est Bon, on est déjà un peu trop dans Golem, on va revenir, mais juste sur ça, ou est-ce que c'est une culture que tu installes avec intention, ou sans t'en rendre compte, et même si c'est positif, c'est au bout d'un moment que tu l'intellectualises? Je pense qu'on a commencé à le faire sans s'en rendre compte, qu'on s'en est rendu compte, et quand on s'est rendu compte, on a aussi vu que ça marchait bien et on l'a renforcé. Ok. Donc quelque chose de naturel en fait. Plutôt, ouais. Et au bout d'un moment, on est arrivé à un moment où justement on s'est dit, par contre, on peut pas se permettre d'être le prof de tout le monde quand on est 30. Et le but, c'est quand même de aussi recruter des personnes seniors qui accompagnent un petit peu tous les profils et d'avoir un peu ce modèle. En gros, on va essayer d'avoir entre un tiers et la moitié de personnes plus seniors qui sont là pour faire en sorte que tout le monde connaisse. Et voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à peu près à moitié-moitié entre des gens qui sont arrivés juniors chez nous, mais qui sont au bout de 6 ou 7 ans, on peut devenir senior, et de gens qui ont même encore plus de bouteilles que ça. Et on continue aussi à recruter des gens qui sont sur leur premier ou deuxième taf avec nous. Donc joindre le meilleur des deux mondes entre des personnes qui ont une grande courbe d'apprentissage et d'autres qui ont pas mal de bagages, hyper clair. Avant de rentrer sur Golem, je t'ai demandé une question, je t'ai dit elle est hyper pompeuse, je t'ai demandé qu'est-ce qui te rendait unique. Je déteste ce genre de questions, mais en fait le but c'était d'essayer de comprendre qui tu es au-delà d'être un CEO ou un ancien CTO ou un entrepreneur. Et tu as commencé à me parler, je t'ai dit oulala, tu gardes ça pour le podcast. Tu m'as parlé d'une anecdote sur la plongée, donc j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ça. Ouais. Alors j'aime beaucoup plonger.
On voit beaucoup d'entrepreneurs blaguer en disant qu'ils sont sous l'eau, etc. Et en fait, moi, je me sens rarement il y a pas beaucoup d'endroits où je me sens bien que justement sous l'eau. C'est un moment où on décroche complètement, c'est un moment où il n'y a plus aucun lien avec le reste du monde et on peut vraiment décrocher. J'ai plutôt une personnalité extravertie au sens large dans ma vie, mais il y a quand même des moments où j'ai vraiment besoin de décrocher et de me dire ok, là je suis tranquille, etc. Donc je plonge avec un de mes amis proches assez régulièrement et voilà, on part en voyage avec l'objectif de plonger 2 fois par jour, tous les jours. Et ça t'apporte quoi, ça, par exemple ? Ça m'apporte un truc, je sais pas, vraiment reposant. C'est une activité qui est très... à la fois c'est technique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à vérifier. On est là, on vérifie son niveau d'air, on vérifie sa profondeur, on vérifie le temps où on en est. Et en même temps qui est très relaxant. Donc il y a ce truc un peu... Donc du coup on est très focus, tout en étant très détendu. Un peu le même plaisir qu'on peut retrouver en jouant à un jeu vidéo par exemple. Ok, ou même sur du sport, j'ai envie de dire en fait. C'est ça, ouais. Quand tu dis te vider, mais il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas un côté discipline ? Je crois que, tu sais, quand tu descends de certains paliers, enfin, il y a, par rapport à la pressurisation, vas-y, je te laisse m'expliquer tout ça. Je vais pas me lancer sur des... Oui, il y a un côté discipline. Parce que c'est un bien miné. C'est un sport qui est réputé assez dangereux. Ouais. Factuellement, il y a assez peu d'accidents qui ont lieu, mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Typiquement, si on a passé une demi-heure à 60 mètres de profondeur, on peut pas remonter en 30 secondes. On forme des bulles d'azote dans son sang et on peut se faire pas mal d'accidents assez dangereux. Donc oui, il y a des choses de rythme, il y a un peu de connaissances théoriques à avoir. Elle est quand même atteignable, on n'est pas du tout sur justement un niveau scolaire où il y a des heures et des heures et des dizaines d'heures de connaissances à avoir, mais il y a des choses à... C'est attrayant, la gestion du risque pour toi dedans ? Parce que typiquement, je parlais... honte à moi, je sais plus, mes entretiens se mêlent dans ma tête. Quelqu'un qui faisait du parapente. Donc il me dit j'adore le sport et tout, mais je fais du parapente. Ah, je crois que c'est Pierre-Etienne de Mocaquer. Bon, passons. Moi j'ai regardé en mode je suis un grand malade quoi. Genre, moi je suis un grand peureux à ce niveau-là. Est-ce que justement ouais, il y a ce côté-là de te dire non pas je joue avec ma vie, mais si je fais les choses bien, tout va bien se passer, mais par contre j'ai quand même envie de prendre un peu de risque. Alors c'est un côté qui me plaît, c'est pas mon attrait principal, qui est plus vraiment sur la technicité, l'activité qui est à la fois lente et intense. Un truc très contemplatif, mais j'aime bien ce côté risque et d'ailleurs j'ai un projet à un moment que j'aimerais vraiment faire qui est faire un peu la plongée comme font les nageurs de combat qui sont en gros c'est un saut en parachute qui se termine en plongée sous-marine. Alors c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut et un brevet de parachutisme et un bon niveau en plongée sous-marine, donc je n'en suis pas encore là. Mais tu sautes ou pas en parachute? Non, j'ai fait un petit baptême mais rien de particulier pour l'instant, mais c'est un sujet, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, ou faire de la plongée en Islande dans des zones glaciaires, des choses comme ça. Donc j'aimerais rendre le sujet un peu plus extrême, mais c'est pas l'objet principal. Bon, et ma dernière question là-dessus, t'as vu le film sur Netflix? Il y a un film sur l'apnée qui est sorti, ou les plongeurs, je sais pas comment on dit. Non, je l'ai vu passer mais je l'ai pas regardé. Ah, ok, ouais, je voulais savoir si justement c'était réaliste, tu trouvais ou pas. Mais passons, revenons à nos moutons. Golem, il y a 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Déjà, est-ce que c'est Guillaume qui est venu te voir ou est-ce que c'est toi qui es allé voir Guillaume? Est-ce que vous étiez perdu de vue? J'aimerais bien que tu me racontes l'histoire humaine et le vrai storytelling de comment s'est créé Golem. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!